tous. Et d'abord, merci à Henri et à Robert pour cette organisation. Je dois avouer que c'est un plaisir d'être là. Et c'est aussi un plaisir d'être devant ce tableau pour parler des petites erreurs. Parce que je trouve que c'est une assez belle illustration de ce que je veux vous raconter. Il est à l'envers, j'ai vu déjà, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Donc, vu que Robert m'a forcé à introduire le temps dans mon exposé, je l'ai appelé petite erreur et temporalité. Alors, j'espère arriver à vous parler de temps, mais essentiellement, voilà le plan. Donc, la première chose, on va essayer de dire c'est quoi les petites erreurs et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, vous voyez que j'ai mis le mot temporel. Bon. Je vais essayer. Et je vais glisser sur le vivant, parce que là, on a parlé beaucoup de physique, on a parlé beaucoup de maths, et je me disais quand même qu'un truc qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on a fait Einstein et les grands mathématiciens, parler un peu de Darwin, ce serait une bonne chose. Et donc, si on parle du vivant, on va parler de l'arrivée des petites erreurs dans le vivant. Et on va voir, j'aimerais prendre 5 minutes au moins, parce que vu qu'on est dans un endroit de philosophes, parler de darwinisme et d'eugénisme. Alors j'ai appelé ça sens et contresens, mais bon, voilà. Et puis éventuellement, s'il me reste un petit peu de temps, ce que je ne crois pas, je vous parlerai de pourquoi je me suis lancé dans ce travail sur les petites erreurs, puisque je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Parce que pour moi, ça se retrouve dans Marx, ça se retrouve dans l'économie actuelle, ça se retrouve dans les systèmes politiques, en particulier dans le système démocratique, en particulier dans la déformation du système démocratique tel que pratiqué par Trump. Et puis aussi, on peut en parler pour des choses comme la physique, à travers des choses dont certains ont déjà parlé aujourd'hui. Alors, je vous ai posé une question hier. Je vous rappelle que je vous ai donné du travail à faire pour aujourd'hui. Et si la grande météorite qui a tué les dinosaures n'avait pas existé? Et j'espère pouvoir vous convaincre que dans ces cas-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Grosso modo, voilà où je veux en arriver. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est que les petites erreurs? Alors, pour définir les petites erreurs, je vais déjà parler des erreurs. Et pour parler des erreurs, je vais vous dire ce que je n'entends pas par erreur. Pour moi, dans erreur, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de dessus, de dessous, il n'y a pas de gauche ou de droite. Pour moi, le terme erreur correspond à une déviation. Je suis statisticien et donc, le terme erreur, c'est un terme complémentaire qu'on essaye de minimiser, enfin qu'on essaye de réduire pour minimiser le risque. Ça, c'est le travail essentiel du statisticien, minimiser le risque. Alors, vous pouvez penser erreur de mesure. L'erreur de mesure, nos collègues physiciens pourront le dire, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. Tout instrument de mesure produit par l'homme fait des erreurs de mesure. Pareil, vous pouvez trouver ça dans la théorie de l'information de Shannon. Alors Shannon appelle ça du bruit. Bon, bruit en opposition à l'information diffusée, c'est-à-dire l'information propre, la musique, la parole, le langage, le verbe qui est diffusé sur un canal de transmission. Moi, j'appelle ça erreur. Pour les mathématiciens qui sont dans la salle et qui ont fait un peu de probabilité, c'est une variable aléatoire de L2 et qui est centrée. Point. Maintenant, j'ai fait mes maths, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Imaginez que ça, ce soit un dé. Eh bien, une variable aléatoire, c'est le résultat du jet de ce dé que je vais faire dans 2 minutes, avant que j'ai fait ce jet de dé.
D'accord? Donc je pense que ça peut vous rapprocher de plein de choses qui ont été discutées sur les lignes d'univers, etc. Donc sur la... C'était quoi ce matin là qui a échappé? C'était quoi? Rappelle-moi. Si, vas-y. Le libre arbitre. Ah, le libre arbitre du dé. Ben voilà. Donc le libre arbitre du dé, c'est de sortir une face. OK? Donc ce dé, je vais l'envoyer et le résultat du jet sera la valeur observable de ma variable aléatoire, ma valeur observée. Mais avant que je jette le dé, ça reste une variable aléatoire qui va faire une observable. OK. Alors, une fois que j'ai parlé de variable aléatoire, j'ai besoin de parler de moyenne. Alors, imaginez qu'on regarde tous les jets de dés qui ont été produits depuis que l'homme joue au dé, et qui joue au dé avec des dés équilibrés. Donc, on regarde toutes les faces, on les somme, et on divise par le nombre de faces, on a la moyenne. Non, ça c'est la moyenne empirique. La moyenne théorique, c'est le fait de sommer la valeur de la face multipliée par la probabilité de sortie. Un dé, ça a 6 faces. S'il est bien équilibré, toutes les faces ont la même probabilité de sortie. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. La somme fait 1. Alors maintenant, je vais faire le calcul. 1 fois 1/6 plus 2 fois 1/6 plus 3 fois 1/6 plus 4 fois 1/6 plus 5 fois 1/6 plus 6 fois 1/6, ça fait combien? Ça fait 21 divisé par 6. C'est-à-dire 7 divisé par 2, c'est-à-dire 3,5. Remarquez une chose, j'ai été capable de calculer la moyenne avant d'envoyer ce dé. Je ne sais pas le résultat du lancer, mais je suis capable de calculer la moyenne. Donc la moyenne est calculable. Ça, c'est intéressant. Et mieux, n'attendez pas que ce dé tombe sur la face 3,5, puisqu'il n'y a pas de face 3,5. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la moyenne n'est pas forcément atteinte, au sens où il ne peut pas y avoir nécessairement, enfin, il n'y a pas forcément votre variable aléatoire qui peut prendre la valeur de la moyenne. Bon, alors qu'est-ce que je vais appeler erreur? Une variable aléatoire dont la moyenne est 0. Donc le dé, ça ne marche pas vu que c'était 3,5. Ah, alors... Le jeu du succès-échec. Alors en maths, le jeu du succès-échec, on le code succès 1, échec 0. Et puis si je fais un succès-échec à coup de pièce de monnaie et qu'elle est équilibrée, chaque côté de la pièce a probabilité 1,5, 0 fois 1,5 plus 1 fois 1,5, 0 fois 1,5, 0, plus 1 fois 1,5, 1,5, ah ben la somme des deux, ça fait 1,5. Ah ben mince, ça c'est pas une erreur. Par contre, si je transforme légèrement les choses pour dire sur face je mets moins 1 et sur pile je mets plus 1, pour les gens qui auraient des problèmes de genre, vous avez le droit de renverser les choses, c'est-à-dire de mettre moins 1 à pile et plus 1 à face, ça ne me dérange pas. Mais dans les deux cas, on va obtenir moins 1 fois 1,5, donc moins 1,5, plus 1 fois 1,5, donc plus 1,5, moins 1,5 plus 1,5, 0. Et là, on a des erreurs. Donc là, on a notre premier exemple d'erreur. Déjà. Alors maintenant, mon problème, c'est que je voudrais parler de petite erreur. Alors, petite erreur, je vais introduire une notion supplémentaire, la notion d'écart-type. Alors, c'est quoi l'écart-type? Vu qu'on a parlé de moyenne, je vais l'utiliser à travers la moyenne. C'est la distance moyenne à la moyenne. Essentiellement, pensez à ça. Cette définition est fausse, mais pensez que c'est la moyenne des distances à la moyenne. Et pour moi, j'ai besoin que ça, ce soit fini. Je ne demande même pas que ce soit petit, je demande juste que ce soit fini. Alors là, on a un concept
qui existent mathématiquement, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle des variables aléatoires centrées d'écart type fini. Ce n'est pas encore ce que moi je vais appeler les petites erreurs. Ce que je vais appeler les petites erreurs, c'est, je vais sortir là des mathématiques pour mettre un pied dans la philosophie, c'est quelque chose que je vais imposer de se passer un grand nombre de fois, un très grand nombre de fois, mais que chaque fois ait très peu d'effet. C'est-à-dire que vous observez un phénomène qui se produit une infinité de fois, pour utiliser un gros mot, mais dont les effets individuels sont essentiellement négligeables. Ça marche? Donc voilà ce que c'est que pour moi une petite erreur. Un truc qui se produit beaucoup de fois, en moyenne, qui vaut 0. Donc chaque réalisation perturbe pas spécialement le phénomène. OK pour tout le monde? Alors, je vais parler maintenant de deux résultats fondamentaux qui sont liés aux petites erreurs. Le premier résultat est un résultat statique, le deuxième résultat est un résultat temporel. Donc le premier résultat est hors de cette conférence, mais le deuxième résultat me permet d'avoir un pied dans cette conférence. Le premier résultat, c'est de dire que la moyenne empirique des petites erreurs tend vers 0. Bon. Donc ça s'appelle la loi des grands nombres de manière plus générale. Ça dit la moyenne empirique tend vers la moyenne, on n'a rien inventé, OK. La deuxième chose qui est plus intéressante, c'est ce qui s'appelle le théorème de la limite centrale, et qui nous dit qu'en plus de cette convergence de la moyenne empirique des petites erreurs vers 0, cette convergence, de la moyenne empirique se fait à vitesse racine de n, et qu'en plus, à l'arrivée, ça forme une gaussienne, une cloche gaussienne. Cloche gaussienne qui a pour écart type l'écart type de nos petites erreurs, et je disais donc, le phénomène, c'est un phénomène de concentration qui se produit à vitesse racine de n. OK? Donc ça c'est important, vous devez avoir dans l'idée que quand vous faites la moyenne empirique de petites erreurs, ça se concentre vers 0 à vitesse racine de n. Ça c'est du statique. Tout se rapproche de 0 à vitesse racine de n. Le deuxième résultat est beaucoup plus marrant. Le deuxième résultat, c'est d'imaginer un ivrogne. Et donc j'imagine un ivrogne qui part de son bar favori, où il est déjà bien cuit, et il va faire une marche aléatoire. Un pas en avant, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, un pas en arrière, etc. OK? Donc votre ivrogne se balade. Alors il se balade et il a certaines propriétés. Alors ça, quel lien avec les petites erreurs? À chaque pas, votre ivrogne fait une petite erreur. La petite erreur, c'est d'avancer, de reculer, d'aller vers la gauche ou vers la droite. Ça, c'est mes petites erreurs. Moyenne, nulle. Il a une chance sur 4 d'aller dans les 4 directions. Il a une chance sur 8 d'aller dans les 8 directions si vous voulez en mettre 8, etc., etc. Donc, mon ivrogne se balade. Alors, il y a une première propriété il y a une propriété qui est magique, c'est que si je trace un cercle. J'espère que vous avez apprécié la qualité du cercle. Autour de mon ivrogne, eh ben,
au bout d'un certain nombre de pas, mon ivrogne va atteindre ce cercle. Et peut-être après, il va ressortir du cercle. Ça marche, ça, pour tout le monde? Alors, il y a un lien entre le nombre de pas. Donc, s'il fait n pas, le cercle est de taille racine de n. Donc, le rayon de ce cercle, c'est racine de n. Donc, mon ivrogne atteint le cercle de rayon racine de n en n pas. Alors, si c'est un cosmonaute qui est bourré, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est dans l'espace. Ok, on imagine qu'il a des petits propulseurs qu'il peut manier dans tous les sens et qui vont lui faire une marche aléatoire maintenant dans l'espace. Alors, il va atteindre la boule de rayon racine de n, mais pas au bout de n pas, au bout de n carré pas. Juste parce qu'on est en dimension 3. Bon, il y a besoin d'un peu plus de temps, mais ce qui est important, c'est qu'il va quand même atteindre, cette fois-ci, la boule de rayon racine de n. Alors, ça, vous devez comprendre quand même que racine de n, naturellement, c'est petit devant n, mais c'est quand même sacrément en expansion. Parce que racine de 10, c'est 3 et des bananes. Racine de 100, c'est 10. Racine de 1000, c'est un 30 quelque chose, 32, 31. Racine de 10 000, c'est 100. Donc vous voyez que ça croît quand même. Donc, plus mon marcheur marche, mon marcheur aléatoire marche, plus l'espace qu'il parcourt, enfin, la limite de l'espace qu'il parcourt, le cercle qui entoure son espace de parcours devient grand. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, et imaginons qu'il soit arrivé là. D'accord? Donc, il a suivi sa ligne d'univers et il est arrivé là. Question. Est-ce qu'il peut revenir à son bar d'origine? Alors, pour le faire revenir à son bar d'origine, vous devez imaginer que maintenant que vous êtes là, vous retracez un cercle de même taille autour de lui et vous le laissez repartir au hasard. Bon, je vous laisse comprendre assez facilement qu'il y a peu de chances qu'il retrouve son bar. Hein. OK? Alors, c'est pas tout à fait vrai. En dimension 2, il arrive à retrouver son bar. En dimension 3, c'est fini. Et au-dessus de la dimension 3, c'est fini aussi. Le phénomène devient transient au-dessus de la dimension 2. Jusqu'à la dimension 2, vous avez une chance de revenir à votre barre d'origine. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'un ivrogne, il vaut mieux toujours aller le chercher dans son bar favori. OK. Donc, si je suis là, aucune chance de revenir sur place. Alors, ça, c'est nos humains. Ça, c'était nos dinosaures, peut-être le temps de nos dinosaures. D'accord? Il n'y a pas eu le grand météorite qui est tombé, ben, vous comprenez qu'il y a peu de chances qu'on soit là. Alors, il y a un autre truc qui est sympa. Avec maintenant, imaginons qu'on n'a pas qu'un seul ivrogne, on en a plein. D'accord? On a un grand nombre d'ivrognes qui sortent tous du même bar. Alors, si on a un grand nombre d'ivrognes qui sortent tous du même bar, eh ben, au bout de n pas, donc, on sait qu'ils vont s'échapper du cercle, mais en plus, ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont un potentiel d'exploration à eux, tous ensemble, énorme. Qu'est-ce que ça veut dire énorme? Ça veut dire qu'ils ont le potentiel de couvrir non pas le cercle, mais le disque complet. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de raconter? On est en train de raconter que notre marcheur aléatoire, via ces petites erreurs, a une capacité de s'éloigner de plus en plus grande.
On a raconté que si on a plusieurs marcheurs aléatoires qui marchent tous avec le même régime de petites erreurs, ils vont explorer l'univers. Ah, non, pas tout l'univers, l'univers contenu dans notre fameux disque de rayon racine de n. Ça marche pour tout le monde? OK. Et vous vous rappelez qu'en plus, quand vous faites la moyenne de toutes ces petites erreurs, à chaque fois, vous vous concentrez vers 0, 0, 0, 0. Boum. OK. Donc ça, j'ai fait un tour maintenant de c'est quoi et des propriétés qui vont m'être utiles, d'un côté pour parler de concentration et de l'autre côté pour parler de phénomènes d'exploration au cours du temps, du potentiel des petites erreurs pour explorer l'univers. Et un univers qui est de plus en plus large, de plus en plus complexe. Ça, c'est important, c'est vraiment de comprendre que plus l'univers s'étend, avec racine de n, plus la complexité est grande. OK. Alors, j'en arrive au vivant et j'en arrive donc à la complexité du vivant. Alors, on peut revenir déjà sur les origines du vivant. Alors, il y a une bonne théorie qui vous dit, un jour, il y a plein de météorites qui sont tombées sur la Terre et qui ont apporté la vie. Bon, ça c'est sympa comme théorie, sauf que ça reporte le problème de, oui, mais là d'où les météorites viennent, comment s'est formé le vivant? Ah ben ça, on n'en a rien à faire, c'est loin. C'est des étrangers, donc ils vont rester sur le bord. Ben non, ils sont déjà venus. Bon, enfin, voilà. OK. Donc, ça ne marche pas. Enfin, ou ça marche peut-être, mais pas pour moi. Alors, le vivant, en fait, on peut le voir comme un problème de petite erreur. On a la soupe carbonée avec de l'azote, de l'hydrogène, du carbone et je ne sais plus ce qu'il faut d'autre. OK. Vous avez peut-être même juste les bases de l'ADN. Et puis tout ça, ça se cogne, et ça se cogne tellement, tellement de fois. Ça n'arrête pas de faire des petites erreurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça explore, puisque ça fait plein de petites erreurs. Ça explore, ça explore, ça explore, ça explore, ça explore, jusqu'au moment où, oh, tiens, le puzzle, il y a ces deux pièces là, vous avez les yeux bordés, et il y a deux pièces qui arrivent à rentrer l'une dans l'autre. Alors, on n'est pas encore dans Papa, dans Maman, hein, mais il y a deux pièces du puzzle qui se sont assemblées. Et vous continuez. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez, et vous allez avoir vos premières chaînes d'ARN. Ou plus exactement, les prémices de chaînes d'ARN. Et ça se cogne, et ça se cogne, et ça se cogne, et ça continue de se cogner. Et vous avez vos deux chaînes d'ARN qui, par un grand miracle, oh, bah tiens, ça match. Comment ça match? Parce que ça s'accroche, parce que ça a des petites pinces? Non, parce que les physiciens vont vous dire, oui, en termes d'énergie de covalence, ça va s'accrocher. Et ça tient. OK. Et ça forme une petite poche. Vous la voyez peut-être là, il y a une petite poche entre mes deux brins d'ARN. On n'est pas sur de l'ADN encore, on est sur de l'ARN. Et ça va permettre d'avoir quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui se met en réaction et qui, alors naturellement, pas tout de suite, mais à coup de petites erreurs, paf, ça rentre dans nos deux brins d'ARN qui sont capturés. Alors question, ça se passe à un seul endroit ou ça se passe à plein d'endroits? Ben, il y a des chances quand même que ça se passe à plein d'endroits. Parce que si ça se passe à un endroit, ça veut dire que la probabilité que ça arrive est pas nulle. Et si la probabilité est pas nulle, avec suffisamment de temps, ça va se reproduire. Ah oui, c'est le truc de l'euro-million, là. Vous savez, vous n'avez aucune chance d'y gagner, mais bon, quand même, chaque semaine, il y a au moins un couillon qui gagne.
Alors, ça paraît déjà un peu plus probable. Autre idée, juste comme ça pour nourrir le discours et voir comment le temps peut agir, vous avez les sources de soufre au fond de la mer, là, aux alentours de moins 10 000, entre moins 6 000 et moins 12 000 mètres de profondeur. Donc je vous rappelle quand même que la pression à moins 6 000 mètres, elle est 600 fois plus grande que sur Terre. À moins 12 000 mètres, elle est 1200 fois plus grande que sur Terre. Là, vous pouvez commencer à imaginer faire du diamant artificiellement. Hein. Et autour de vos sources de soufre, se crée une activité chimique intense. Pourquoi intense? Parce qu'il y a du chaud, il y a de la propulsion de soufre, et puis il y a cette pression totalement délirante qui fait que les choses, elles vont s'agglutiner. S'agglutiner, encore un phénomène, tac, 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 petites erreurs, pouf, ça s'accroche. Et ça s'accroche et ça va développer, peut-être suivant la même idée que précédemment, une vie du soufre. Ok. Donc des choses qui arrivent à coexister avec des sources de soufre et qui tournent autour des sources de soufre. Et elles sont bien là, elles sont à côté de leur petite cheminée de soufre, tac, 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 et puis elles ont leur petit livre et elles restent à côté du... Non! Elles bougent autour de la cheminée de soufre. Et si elles bougent, elles font comme notre alcoolique. Ah non, pardon, c'est un ivrogne. D'accord? Donc elles sont là autour du bar à soufre et elles se baladent, en tout cas avec les mouvements de la pression, un petit peu de la convexité de la température et tout. Pam! Et sauf que de temps en temps, il y a des objets là, qui vivent dans le soufre qui sont propulsés vers le monde extérieur. D'autant plus que s'il y a de plus en plus d'objets, c'est de plus en plus dense autour de la source de soufre, donc ça va vers l'extérieur. Et si ça va vers l'extérieur, ça va vers l'eau. Et l'eau oxygène. Et donc petit à petit, ça s'adapte à l'oxygène. Alors que ça pourrait être une autre forme d'apparition de la vie. Encore une fois, il n'y a aucune raison que ça se passe qu'à un seul endroit. Bon, ça, c'est sur les origines du vivant. Et maintenant, le vivant qu'on voit, nous, tous les jours, comment il vit? Alors, petite question déjà, si on prend juste un être humain, combien de cellules dans un être humain? Alors, un peu plus que milliards. Plus que des milliards. 30 000 milliards. 30 000 milliards de cellules chez un être humain. Accessoirement, combien de petites bactéries dans le même sac à cellules? Plus. Ouais, je suis d'accord. Les bactéries, c'est peut-être jusqu'à 50 milliards. 50 000 milliards, pardon. Ok, donc ça fait quand même du monde. Et alors, ce que vous savez, c'est qu'on perd par jour entre 1 et 1% et 1 pour 1000 de nos petites cellules. Vous allez dire 1%, 1 pour 1000, on s'en bat les couettes, c'est pas trop beaucoup. Oui, mais enfin, ça fait tout de suite quelques milliards quand même. On est entre 50 et 300 milliards de cellules qui disparaissent par jour. Ah, c'est cool. Il suffit que j'attende quelques jours et je peux aller à la plage. D'accord. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça crée du matériel, c'est-à-dire du matériel génétique, c'est-à-dire de l'ADN décomposé. Et il faut refaire des petites cellules. Donc, on va reconstruire des petites cellules. Alors, comment on reconstruit des petites cellules? Ça s'appelle la division cellulaire. Donc, quand vous avez vos 50 à 300 milliards de cellules qui meurent par jour, vous avez à peu près le même nombre de cellules qui naissent. Et qui naissent comment? Par duplication. Alors, c'est quoi le phénomène de duplication? Bon, le phénomène de duplication, c'est pas très très compliqué. Vous prenez une cellule, vous prenez une cellule, vous coupez en deux et vous en faites deux.
Ouais, monsieur, c'est sympa ça comme idée, mais c'est si facile que ça? Non, c'est pas facile du tout. Vous avez un brin d'ADN, alors il n'est pas très long, il fait 1,20 m. 1,20 m, mais sur ce 1,20 m, il y a seulement 4 milliards de bases. Et vous devez recopier ça. Alors, vous êtes là, vous dites, bon, je vais faire ça à la maison ce soir, et on sent quand même que ça va être un petit peu pénible comme travail. Alors vous dites, ok, je vais donner ça à ma secrétaire, et votre secrétaire elle vous dit, ça va être un peu pénible, mais je vais essayer de le faire. Ceci étant, vous comprenez bien qu'on va avoir des phénomènes d'erreur de copie. Et là, on se dit, non, c'est pas possible, il n'y a pas des erreurs de copie tout le temps. Non, c'est vrai, il n'y a pas tout le temps. Si, il y en a tout le temps, mais par contre, on a des phénomènes de correction d'erreurs. Génial. On a des phénomènes de correction d'erreurs, sauf que ces phénomènes de correction d'erreurs font aussi des erreurs. Ah, ok, mais il doit y avoir un petit peu moins d'erreurs quand même à l'arrivée. Oui, c'est vrai. Mais en plus, on rajoute un phénomène de correction d'erreurs par là-dessus. Oui, mais ce deuxième phénomène de correction d'erreurs fait encore des erreurs. Enfin bon, tout ça pour dire qu'à la fin des fins, dans ce phénomène de duplication de cellules, il reste des erreurs. Alors, est-ce que c'est grave qu'il y ait des erreurs dans les cellules qui sont créées? La réponse est non, parce que essentiellement, ça reste fonctionnel. Donc, c'est ce que moi je vais appeler des petites erreurs du vivant. Les petites erreurs du vivant, donc, créent des petits troubles. Ah oui, mais j'ai entendu parler de cancer, et on m'a dit que les cancers, c'était des mutations. Les mutations, ce n'est pas vos petites erreurs. Si. Sauf que, pour que ça se transforme en cancer, il faut au moins 1 millier, voire 2 milliers de petites erreurs accumulées dans la même cellule. Ah, dans la même cellule. Oui, mais nous, on fabrique 50 à 300 milliards de petites cellules par jour. Bon, s'il y en a quelques-unes qui ont des petites erreurs, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que leurs descendantes aient des petites erreurs 1 millier de fois. Donc il ne faut pas que les descendants des descendants des descendants des descendants des descendants des descendants des descendants de ma petite cellule qui commence à faire des erreurs, eux-mêmes fassent des petites erreurs et donc accumulent des petites erreurs. Donc ça, c'est un joli phénomène de protection du vivant. Donc une manière de corriger les petites erreurs, c'est naturellement d'avoir des phénomènes de correction, mais comme on ne peut pas empêcher ces phénomènes de correction de faire eux-mêmes des petites erreurs, la bonne manière de se protéger, c'est d'être résilient aux perturbations. Alors, je vous ai préparé un petit texte, alors je vais vous le lire parce qu'il est illisible. C'est un texte de Schrödinger, quand Schrödinger a écrit un texte sur le vivant, et où il dit pourquoi tout ceci, alors il parle du vivant, pourquoi tout ceci ne pourrait-il pas s'accomplir dans le cas d'un organisme composé seulement d'un nombre peu élevé d'atomes et déjà sensible à l'impact d'un seul ou de quelques atomes au plus? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Si on a quelque chose qui est formé de peu de cellules et que ces cellules sont hypersensibles, cette chose vivante ne peut pas résister aux perturbations qu'elle rencontre. Donc pour résister, il nous faut être fait de plein de cellules, parce que ces plein de cellules vont permettre de créer de la résistance. Alors, comment ce plein de cellules apporte de la résistance? Eh bien, ça, c'est la première propriété dont je vous ai parlé. La première propriété disait quoi? Que quand j'accumule les petites erreurs, en fait, je me concentre
autour de 0. C'est-à-dire, je me concentre autour d'un phénomène qui ne fait pas de phénomène, justement. Donc, le fait d'être multicellulaire avec plein de cellules me protège de l'adversité. Alors, petit exemple. Petit exemple, la taille. Vous allez me dire, la taille, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une mutation. Si, la taille dépend de plein de facteurs génétiques, peut-être des milliers, et en plus des facteurs environnementaux, comment je mange, comment je suis élevé, etc. Et en fait, ce n'est pas une somme de ces facteurs qui va jouer sur la taille, c'est une sorte de moyenne de ces facteurs qui va jouer sur la taille. Résultat des courses, on reste tous à peu près à la même taille. Alors je sais que monsieur est plus grand, mais dans notre cloche gaussienne, on a des outliers, on a des gens qui s'éloignent du zéro. Donc c'est tout à fait normal de voir des extrêmes. Mais les extrêmes sont peu nombreux. On n'a pas de tout petits dans la salle aujourd'hui, mais on pourrait avoir des tout petits. C'est normal, c'est l'extrême dans l'autre sens. Donc, la stabilité au vivant, ou la stabilité du vivant face au monde extérieur, est justement produite par ces phénomènes d'accumulation, mais pas sous forme de somme, sous forme de moyenne. Et donc, quand Schrödinger dit que si on avait peu d'atomes et que chacun des atomes pouvait déclencher, par exemple, une réaction d'hypercontraction, si en piquant sur un atome, ça pouvait déclencher une catastrophe, il n'y aurait pas de vivant. Donc, c'est parce que l'atome, enfin là en l'occurrence il parle de cellules, mais bon, il n'y a pas le vocabulaire à l'époque, c'est parce que notre cellule est entourée d'autres cellules et qu'il va y avoir un phénomène d'agglomération du signal qu'il va y avoir la résistance justement à des déclenchements catastrophiques. Donc maintenant, on a le vivant, on a des mutations qui sont créées juste par des phénomènes de duplication. On peut avoir des mutations qui viennent d'autres choses. Alors, par exemple, si vous avez des cellules qui traînent dans l'eau avec les rayons X du soleil, elles peuvent être perturbées. On sait que, par exemple, les rayons, donc là, c'est du rayon ultraviolet, les rayons X peuvent perturber aussi la duplication des cellules, etc., etc. Alors, juste pour la petite histoire, quand même, on a des cellules qui sont ultra protégées, c'est les gonades, donc les cellules sexuelles. Chez la femme, elles sont protégées en étant produites très tôt et de manière très fixe. Chez l'homme, elles sont produites au quotidien en très grand nombre avec un protocole de production qui est censé être fixe tout au long de la vie. Donc ça, c'est pour dire ça devrait protéger les choses. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on a du vivant qui, au fur et à mesure du temps, et là je dis bien du temps, par jeu des petites erreurs, va pouvoir explorer un disque dont la complexité est croissante et va explorer ce disque essentiellement dans toutes les directions. Alors, ça, c'est juste sur le vivant d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il faudrait prendre en compte en plus l'environnement, c'est-à-dire il faudrait prendre en compte les forces qui vont empêcher notre expansion dans une direction ou dans une autre. Ça, c'est clair. Soyons très clairs, mon temps étant limité, je ne vais pas parler donc du non-1, c'est-à-dire de l'environnement, mais la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est que le non-1 est lui aussi sujet aux mêmes contraintes d'évolution. Et donc c'est quelque chose entre les deux qui va se faire. Alors,
La seule chose, c'est que ces petites erreurs, maintenant, deviennent un moteur d'évolution et un moteur d'innovation. C'est comme ça, donc, qu'on part d'objets très très simples au départ, hein, juste du monocellulaire, qu'on va vers le pluricellulaire, et du pluricellulaire de plus en plus compliqué. Et c'est ça que Darwin nous apprend. Il nous apprend que ça se développe tout seul, et c'est juste les contraintes environnementales qui font que, effectivement, sujet aux contraintes environnementales, cette partie-là ne va pas être explorée parce que, justement, on a un environnement qui n'est pas favorable. Et ici, on va peut-être avoir des pinsons de Galapagos là, qui vont pousser avec des grands nez, avec des grands becs, et ici, des pinsons de Galapagos qui vont pousser avec des becs courts, mais qui sont capables de casser les graines. D'accord ? Alors, on en est au darwinisme, donc ça, c'est fondamental. Ce qui m'a poussé à commencer à réfléchir sur ces petites erreurs et à réécrire d'une certaine manière la manière d'arriver au darwinisme et d'arriver à des phénomènes évolutifs comme ça, c'est pour deux raisons. Un, parce que c'est ce que je vous ai dit, j'arrive à retrouver dans l'économie, j'arrive à retrouver dans le système politique des choses équivalentes. Et deux, parce que, en discutant avec les étudiants, je me rends compte qu'une des choses les moins bien comprises, c'est le darwinisme. Alors pourquoi ce n'est pas compris ? Parce que les étudiants répètent en permanence l'individu évolue comme ça parce qu'il sait que c'est mieux pour lui. Alors, l'exemple typique que je vais déjà donner à certains ici, c'est pourquoi les éléphants tauds aujourd'hui ont des petites défenses. Et ça, c'est un phénomène qui s'est produit en moins de 50 ans. Les éléphants tauds d'Afrique ont des petites défenses. Alors vous posez la question aux étudiants pourquoi ? Il vous dit parce que la mère veut protéger ses petits, donc elle produit des éléphantos avec des petites défenses. Donc non seulement la mère a conscience du danger que c'est de porter des grandes défenses, mais en plus, au moment de l'ovulation, d'accord, et elle retient les ovules à grande défense. Ouais. Alors quand vous leur expliquez ça, non, c'est le père. Ah oui, alors le père a conscience qu'il y a des braconniers, et donc au moment de faire crac-crac, le père fait... Et il trie, et il envoie que les bons spermatozoïdes. Non, mais c'est pas ça, monsieur, mais c'est parce que par la sélection de Darwin, parce que vu que je suis dans une fac de pharmacie, bon, ils ont un petit peu conscience que Darwin, donc c'est par évolution, ils ont des petites défenses. Ah oui, mais sauf que les phénomènes dont on parle, ils se passent à vitesse racine de n, et que racine de n, ça va vite, mais pas trop vite. Donc, résultat des courses, il faut quelques dizaines de milliers d'années avant que le phénomène agisse. Eh bien, pour qu'ils arrivent à vous sortir que les braconniers tuant les éléphants à grande défense, il ne reste en situation de se reproduire que des éléphantes à petite défense, eh bien ça, ils ne vous le sortent pas. Donc, c'est à partir de là où j'en suis arrivé à l'écriture de ce papier-là. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire ? Juste pour vous dire que au XIXe, quand les gens ont lu Darwin, les gens ont lu qu'il suffisait de savoir dans quelle direction on voulait aller. Donc là, c'est dans cette direction que vous voulez aller, au Soleil. Enfin, quoique maintenant, non, à ce qui paraît, vu qu'il y a un réchauffement climatique, on ne veut plus aller au Soleil, mais bon. Donc, il faut favoriser cette direction, naturellement.
C'est cette direction qui est la bonne. Donc, vu qu'on ne veut pas avoir de pauvres, ben, on va stériliser les femmes pauvres. Et vu qu'on ne veut pas avoir d'alcooliques, on va stériliser les femmes alcooliques. Alors, ne me regardez pas comme ça s'est réellement passé. D'accord? On a fait ça en Angleterre, on a fait ça en Norvège. En Allemagne, ils ont fait mieux. Ils se sont dit qu'on pouvait se débarrasser de plus de monde. Donc, ce serait bien de mettre directement les juifs, les communistes, les homosexuels. L'Allemagne et Norvège, donne une date quand même. Je dis 19e, et l'Allemagne un peu plus tard. Et la France, naturellement, a participé aux mêmes choses. Vous inquiétez pas, la France a donné aussi de la vision eugéniste des choses. Alors, la vision eugéniste des choses, si on revient sur le petit dessin que je vous ai fait là, ben on aurait pu comprendre qu'elle ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'en fait, quand je vous dis qu'on explore tout dans le disque de rayon racine de n, on explore tout dans le disque de rayon de racine de n, sous réserve de penser l'environnement. Et vu que l'environnement, on ne le contrôle pas, parce que lui aussi, il évolue comme il veut, non, plus exactement, il évolue à vitesse racine de n, résultat des courses, le chemin pour aller au Soleil, ben, c'est sûrement pas la ligne droite. Ah, il faudrait peut-être expliquer ça à nos politiciens et nos familles socialement bien placées aujourd'hui pour leur expliquer que l'ascenseur social, ça permettait d'avoir les meilleurs en haut et pas des clowns qui sont des fils d'eux, incompétents. Ah oui, bah c'est vrai. Autant appeler un chat et... Bon. Donc tout ça pour dire que j'en suis à 1 heure de blabla. Bon, et que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà gentil de m'avoir passé la parole. On peut faire des questions, il n'y a aucun problème sur les questions.